le fait d'être mariée qui m'empêche absolument pas. Mm. Par contre, tu peux pas mener de front tout en même temps. Je peux pas être enceinte et lancer un business en même temps. Mais ça ne m'empêchera pas d'avoir la vision que je veux pour le business et de mettre en pratique les choses au moment opportun. Ça diffère un tout petit peu l'action, mais ça m'empêche pas d'atteindre mes ambitions. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Superwoman, le podcast qui célèbre l'audace et l'ambition féminine. Aujourd'hui, je suis avec Kétiane Karius, qui est une entrepreneure qui a la main sur le cœur. On va parler de construire sa vie sans se perdre. Pourquoi? Les femmes doivent jongler entre l'ambition, la carrière, la vie de famille, mais parfois avec des actions pour la société. Kétiane arrive à le faire avec brio, ce que j'admire chez elle. Et j'aimerais comprendre un peu plus son histoire et qu'elle nous dise pourquoi elle fait tout ça. Bonjour Kétiane. Bonjour famille. Comment tu vas? Très bien, et toi? Ça va? Je suis ravie d'être là, merci. Moi aussi, merci de venir partager ton expérience avec moi. On a des discussions en aparté, mais ce serait bien que le plus grand nombre comprenne qui tu es et surtout pourquoi tu fais ce que tu fais. C'est ça. Alors, qui est Kétiane? Grande question. Je suis une passionnée de la vie. Je suis une enfant de Dieu qui a envie à son tour de donner toutes les bénédictions, de partager les bénédictions qu'elle reçoit. Je suis épouse et maman de 6 merveilleux garçons et entrepreneurs. Oui, la Mom of Six. Si vous Mom la of suivez, Six. si vous la suivez sur les réseaux sociaux, vous allez comprendre. Kétiane, mais tu as fait Harvard. Je suis désolée, mais je ne connais pas beaucoup de femmes dans mon entourage qui ont fait Harvard. Donc, j'ai besoin que tu me dises, mais comment tu arrives à Harvard? Déjà, Comment et pourquoi aussi, hein? pourquoi? Oui. C'est ça. Et l'histoire, elle est complètement rocambolesque. Alors, j'ai une formation en finance. Et j'ai été aux États-Unis les premières années de mes études. Ensuite, je suis repartie en France. Et puis, moi, je suis une as de la formation continue, en fait. D'accord. Et pendant le Covid, c'était trop marrant. Tout le monde était enfermé chez soi. Et puis, moi, franchement, les temps passés sur les écrans à ne pas être productif, j'aime pas ton trop. truc. Et donc, j'ai commencé à chercher dans quoi est-ce que j'allais me former. Et comme pendant le Covid, tout le monde pensait qu'il allait mourir, chacun faisait sa dernière bonne œuvre. Et Harvard offrait des cours super accessibles à tous, en fait. Ils étaient vraiment en mode, c'était social charity, voilà. Et puis, donc, j'ai souscrit au cours. Et puis, le Covid est fini. Mais j'avais toujours eu mon bon tarif. Donc, j'ai eu mon diplôme à Harvard. Ah, super. C'était un diplôme en quoi? En alternative investment, en Donc, finance. investissement Alternatif. alternative. Investment. Ok, d'accord. Oui. Bon, elle va nous expliquer ce que c'est. Non, c'est des Concrètement. investissements. Donc, on va parler d'investissements boursiers, de real estate, de hedge funds. Enfin, c'est vraiment... Ok, voilà. d'accord. Donc, on est dans real estate. Donc, pour revenir à l'immobilier, Oui. je sais que ça fait... On va pas parler vraiment de ce sujet, mais dis-nous, comment tu rentres dans l'immobilier, déjà, pour commencer? Parce que, donc, Kétiane, en fait, elle est entrepreneur dans l'immobilier. Elle est entrepreneur social avec l'association Les Petites Mains. Et également, et les mamans de 6, parce que c'est un job à plein temps. C'est 2 jobs. 2 jobs à plein temps, voilà. Et la femme de Monsieur Carius, qui a un job aussi, en fait, à plein temps. Non, je sais pas, j'en ai peut-être 5 de jobs. Voilà, il faut le dire. Donc, on va commencer par l'immobilier. L'immobilier, alors, l'immobilier, c'est le business, c'est un business dans lequel j'ai grandi. Mon père est promoteur immobilier depuis 40 ans. Donc, j'allais sur les chantiers depuis toute petite. Je connais les plans de masse, la gestion des ouvriers, il la faisait devant nous, tu vois. Donc, pour moi, l'immobilier, c'était ce que je pouvais faire sans être Sans payée. faute, oui. C'était facile pour moi. Et donc, mais je me suis dirigée en finance parce que mon père est entrepreneur aussi. Donc, il avait monté une banque à l'époque. Je savais que j'allais faire de la finance. Je me suis dirigée en finance. J'ai fait de l'audit, donc j'ai fait les Big Four. J'ai fait EY, Price et Mazars à Paris. Et franchement, l'audit, ça m'a lassé. Vraiment, c'est pas trop... Pas trop ton truc. Oui, ça m'a appris à avoir beaucoup de rigueur dans tout ce que je fais, mais ça ne matchait pas forcément avec ma personnalité. D'accord. Et donc, après, je me suis essayée à la finance de marché à Barclays Bourse à Paris. Donc, Barclays Banque, le volet bourse. Oui. Donc, on faisait de la gestion conseil. Donc, on avait des clients pour lesquels on gérait les portefeuilles. Donc, on les appelait quand on avait des conseils pour améliorer la rentabilité de leur portefeuille. Donc, c'est très finance de marché. Et puis après, je suis rentrée à Abidjan. Et j'ai continué en finance de marché, mais en tant qu'analyste et un peu sales. Donc, la boîte dans laquelle j'étais m'a mis sur des deals où il y avait des investisseurs étrangers qui venaient et tout, et auxquels on devait
proposer plusieurs valeurs dans lesquelles investir sur la BRVM. Ouais. Et puis, finalement, la vie, franchement, c'est un cadeau de la vie parce que j'ai toujours eu une âme d'entrepreneur depuis que je suis petite. Et je n'avais pas le courage lancer. Non, j'avais vraiment pas le courage de me lancer. Alors qu'avec mon époux, quand on est rentré à Abidjan, c'était vraiment pour ça. On s'était dit, on rentre à Abidjan, tu gères le business. J'avais déjà un camion à l'époque déjà, donc j'avais ma petite société, je gérais, voilà, de côté, à part. Oui. Et donc, il a dit, OK, on rentre. Je commence un boulot pour stabiliser les revenus de la famille. Pendant ce temps-là, toi, tu commences à lancer les business qu'on doit lancer ensemble. Et là, je vais t'arrêter là parce que, en fait, je disais que les femmes, au début, dans l'intro, les femmes doivent choisir entre l'ambition, la carrière et, en fait, avoir une vie de couple. C'est le cliché. Hein. Je ne dis pas que c'est une vérité, mais en général, c'est comment, des fois, on te dit comment tu arrives à organiser ta vie de famille versus ta carrière parce que psychologiquement, il y a ce plafond de verre dans la tête des plus jeunes, même des plus âgés. Donc, est-ce que tu as un secret sur ça ou tu as un avis, en fait? Comment tu gères toute cette ambition que tu as, qui ne s'est pas arrêtée parce que tu t'es mariée, en fait, et versus le job de femme à plein temps, en fait? Comment je gère le fait d'être mariée et de rester ambitieuse, c'est ça? Oui, c'est ça, totalement. Pour moi, il n'y a même pas de... Il n'y a pas de choix. C'est pas antinomique, en fait. Il n'y a pas de choix, au contraire. Il y a une complémentarité. C'est parce que je suis mariée que j'ai la capacité de faire tout ce que je fais également, tu vois. Mon mari, c'est mon associé déjà de 1. J'ai la chance vraiment de pouvoir travailler avec mon époux. On se fait confiance. On a des skills complètement différents, mais complémentaires. Et on a réussi vraiment à associer les deux pour en faire un groupe aujourd'hui qui est dans l'immobilier et qui vraiment... En tout cas, Dieu, jusque-là, tout va bien. Oui. Et donc, pour moi, il n'y avait pas de... Au contraire, moi, j'ai eu le problème de... J'avais un problème pour être honnête, de syndrome de l'imposteur. Je l'ai eu souvent. Parce que je me sentais jamais légitime de faire ce que je faisais parce que au début, je n'avais pas de formation dans l'immobilier. Parce qu'après, je n'avais pas la formation qu'il fallait exactement. Parce que tu disais au début que toi, il faut que tu fasses des formations comme ça. Exactement. Donc, toi, tant que tu n'es pas formé, tu n'es pas compétent. Alors que ce n'est pas du tout vrai, en fait. Là, j'ai fini, franchement, j'ai fait mon truc à Harvard, j'ai appris des choses, mais je n'avais pas besoin de ça pour commencer ce que j'ai fait, en fait, tout simplement. Mais j'ai réussi à contrecarrer ce syndrome-là par l'action. Ok, c'est vraiment mon meilleur conseil, c'est vas-y, fonce. Tu as le rêve en toi, tu sais ce que tu veux mettre en place. Vas-y, en fait. Il n'y a que par l'action qu'on s'améliore. Bien sûr, tu vois. bien sûr. Donc, voilà. Donc, pour moi, ça n'a pas du tout été une question de le fait d'être mariée qui m'empêche absolument pas. Par contre, là où je suis d'accord avec toi, tu ne peux pas mener de front tout en même temps. Voilà. Là, je suis totalement d'accord avec toi. Okay. Je ne peux pas être enceinte et lancer un business en même temps. Sûr. Voilà. Donc, je vais prioriser. C'est ça. Chaque chose en son temps. Comme exactement. Oui. Mais ça ne m'empêchera pas d'avoir la vision que je veux pour le business et de mettre en pratique de mettre en pratique les choses au moment opportun. Quand bébé sera peut-être un peu plus grand, etc. Tu vois. Ça diffère un tout petit peu l'action, mais ça ne m'empêche pas d'atteindre les ambitions. Cet objectif-là. On va rapidement passer justement aux petites mains. Les petites mains. Parce que non, petite main. C'est petite main Afrique. Voilà. Petite main Afrique. À Petite Main Afrique, cette association que tu lances, ça part de quoi? Pourquoi tu lances ça? Pour rendre grâce à Dieu, tout simplement. Quand j'ai accouché en 2011, je me suis sentie bénie à 25 ans d'avoir la vie que j'avais, d'avoir un enfant, un époux, vraiment. Et j'ai trouvé ça extraordinaire, en fait, de donner naissance à un enfant. D'accord. Et j'ai demandé à Dieu, tout simplement, qu'est-ce que je peux faire pour te dire merci? Et j'ai entendu, fais les restos du cœur pour les enfants. Et j'ai su que c'était lui. Mais c'était trop grand. Encore une fois, le syndrome de l'imposteur, je me disais, mais je ne vais pas y arriver, mais c'est trop grand. C'est des centaines de millions de repas par an. Oui. Par où je commence? J'en parlais autour de moi. Je disais, oui, moi, je vais faire les restos du cœur en Côte d'Ivoire. Mais je ne savais vraiment pas par quoi commencer jusqu'en 2014. Donc, on est rentré 1 an avant à Abidjan. Et là, mon père me tend une perche en me disant, écoute, j'ai des orphelins que j'aide. Là, j'en ai trop cette année. Est-ce que ça ne t'a dit pas d'en aider quelques-uns? Et là, quand je touche du doigt cette action-là, quand je touche du doigt l'action,
Là, depuis 2014, je ne me suis pas Donc, arrêtée. concrètement, le syndrome de l'imposteur, c'est l'action qui va facilement En tout cas, chez moi, c'est l'action qui le le tue. tuer, quoi. L'action et la régularité. C'est ça. Et l'ajustement par la Ouais, suite. bien sûr. Et donc, tu commences Je commence par 18 repas que Ok. j'offre à des orphelins. Et puis, je vois dans ce jour-là vraiment des étoiles dans leurs yeux, quoi. Mais vraiment, je ne saurais pas t'expliquer, Ami, vraiment ce que j'ai vécu là. Mais j'ai su que c'était bon, c'était ma place, c'était ce qu'il fallait que je fasse. La fois d'après, on est venu avec 30 repas, puis 50, puis 100. Et ça grossit comme ça, mais au fur et à mesure, vraiment sans même qu'on s'en rende compte. Et à l'époque, j'avais eu un petit flottement dans mon boulot. Je ne m'étais pas trop entendue avec mes anciens employeurs quand j'ai commencé. Mais depuis que cette action-là est mise en place, j'avoue que franchement, il y a beaucoup de portes qui se sont ouvertes. Okay. Et j'ai lancé la boîte d'immobilier juste après. Donc, en fait, en vérité, la première boîte qu'on a faite, c'est Petites Mains, avant l'immobilier. Avant l'immobilier. Okay. Et à force de voir les personnes sur le terrain, de leur parler, de comprendre leurs problématiques réelles, on a ajusté nos actions au fur et à mesure. Et on a compris qu'au-delà de la nourriture que les gens n'ont pas, il y avait un problème au niveau de l'éducation. Les enfants ne vont pas à l'école. Ouais. Attends, on va en parler, mais je vais revenir sur. Tu vois, tu as dit, la première société qu'on a fait, c'est Petites Mains. C'est important parce que parfois, le social, c'est quelque chose de. Allez, j'aide, je donne de temps en temps. Mais là, tu l'as structuré, vraiment. Je l'ai structuré. Pourquoi tu structures? Pour avoir un... En fait, aider, c'est bien. Faire des actions de temps en temps, c'est bien. C'est bien, oui. C'est mieux que rien. Mais avoir un réel impact, c'est une stratégie, en fait. Changer la vie des gens profondément, ça se travaille. C'est une stratégie. Il y a des KPI à mettre en place. Il y a la régularité de l'action à mettre en place. Là, aujourd'hui, Petite Main a des employés. On en a 8. Ah ouais. On a une quarantaine de bénévoles qui sont là tout le temps. Oui. On en a une centaine qui peuvent venir de façon ponctuelle à nos événements. Wow. On a aidé 51 000 personnes au total. Wow. Donc, c'est vraiment une grosse équipe on a dû mettre en place pour avoir cet impact-là. Et ça ne s'improvise pas, en fait. C'est un boulot. C'est un boulot. C'est un boulot à temps plein. Et le social a l'air comme ça d'être facultatif, optionnel. Mais en réalité, en tout cas pour moi, c'est l'essentiel. Oui. Voilà. Finalement. Et donc, je reviens à l'éducation. Donc, tu constates que les enfants ne vont pas à l'école. Exactement. Donc, tous ces enfants qu'on rencontre dans la rue, parce qu'on a sillonné vraiment les quartiers, les quartiers défavorisés d'Abidjan. Oui. Et puis, on allait à l'intérieur du pays. On est allé à Djuekwe, on est allé à Guiglo, on est allé à Gagnoa. Vraiment, on a sillonné. C'est juste le nord qu'on n'a pas encore eu l'occasion de visiter. Oui. Et à chaque fois, on avait les mêmes problèmes, en fait, qu'on rencontrait. Les enfants n'allaient pas à l'école. Tu m'avais expliqué un peu cette anecdote où ils donnaient le pain, mais après, tu te rendais compte qu'ils ne revenaient pas à l'école, ou ils partaient donner à quelqu'un à la maison, je crois. Oui, non, en fait, ils n'avaient pas assez à manger. Donc, quand on leur donnait, ils coupaient une partie, et puis le reste, ils allaient donner ça à leurs frères et sœurs ou leurs parents à la maison. Ouais. Et quand on discutait avec eux, vraiment, il y a un problème. En fait, on est fiers de dire que l'Afrique a la population la plus jeune du monde. Mais si elle n'est pas éduquée, c'est une bombe sociale, en fait. C'est une bombe qui va revenir au visage de tout le monde, en fait. Donc, on dit, oui, Petite Main, c'est ton ONG. Oui et non, c'est pour tout le monde. Ce que je fais, c'est d'utilité publique. C'est ça. C'est pour tout le monde. Quand on scolarise les enfants de la rue, parce qu'aujourd'hui, on arrive à scolariser les enfants de la rue, c'est pour tout le monde, c'est pour la sécurité de tout le monde. L'insécurité ne touche pas que... non, oui, que voilà, quelques personnes ou quoi que ce soit. quelques privilégiés ou un parti politique et pas l'autre. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour tout le monde. Donc, c'est vraiment d'utilité publique ce qu'on fait. Et je veux revenir sur l'éducation, le besoin en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu as des chiffres à me donner? Qu'est-ce que tu as constaté? Dis-moi. Oui, je sais que tu as des chiffres. J'ai des chiffres. J'ai des chiffres sur le nombre de personnes qui ne sont pas scolarisées en âge de lettres et qui ne le sont pas. Allez, j'ai bien envie que tu me donnes. Que j'imagine. Oui, en Côte d'Ivoire. Déjà, on a, je ne sais pas, peut-être 15% qui ne sont pas scolarisés en âge. Je ne sais pas en pourcentage, mais je connais le nombre. Ah, je ne peux pas imaginer. J'arrive pas à imaginer. Il y a 2 millions d'enfants. OK. 2 millions d'enfants ne sont pas scolarisés. Wow. Et c'est dû à quoi? Alors, la première des causes, c'est la pauvreté. Qu'on se le dise, certains parents n'ont pas les moyens de mettre leurs enfants à l'école. Et même si on dit que l'école est
gratuite. Il y a des Mais choses à il faut payer. payer. Il faut payer Il faut le payer. cartable, il Il faut faut payer la payer, tenue scolaire, bien sûr. le Et kaki. sur le terrain, c'est pas forcément ce qui s'applique, en fait. La Oui. gratuité qu'on imagine, c'est ça pas pique pas. c'est pas ce qui s'applique. Ensuite, il y a des frais annexes Ouais, que les parents ne sont pas capables de de payer. payer. Ouais. Et il y en a beaucoup, Et les beaucoup. enfants, ils aident les parents aussi, des fois, à la maison. Exactement, Donc, ils font... exactement. Et donc, quand ils sont pas là, il y a personne qui aide la maman. C'est ça. Et donc, Ok. quand ils se retrouvent dans cette situation de précarité, là, les enfants, et on le voit malheureusement dans les rues, vont aller chercher euh, de quoi pouvoir nourrir, Ouais. aider le parent à nourrir la famille. Ensuite, il y a la mentalité. Ok. On a des problèmes dans le Nord où on a encore la mentalité des jeunes filles qui ne sont pas scolarisées. Il y a de moins en moins le problème d'infrastructure parce qu'il y a quand même pas mal d'écoles qui sont construites, mais il y a un problème de nombre de profs disponibles. Il y a pas de... Oui. Et tout ça, ça fait que voilà, on se retrouve encore à 2 millions d'enfants qui ne sont pas scolarisés en Côte d'Ivoire. C'est assez difficile hein, parce que tu peux pas remplacer, en fait, tu peux pas faire le travail d'un ministère. En même temps, tu es en train de travailler socialement. Oui. Comment tu fais finalement? Parce que, comme tu dis, c'est une stratégie, il faut avoir un impact. Est-ce que tu travailles à avoir un plaidoyer? C'est ça, en fait, finalement, le but. Oui, ben écoute, on travaille à avoir un plaidoyer. Je suis très contente qu'on ait fait le partenariat avec le ministère de la Femme, la Famille et l'Enfant. Oui, j'ai vu. Très récemment. On essaie de finaliser celui avec l'éducation également pour avoir vraiment... Et après la santé, pour avoir tous les ministères de tutelle avec nous. Ok. Et en fait, nous, Petite Main Afrique, c'est une ONC, une OSC, pardon, une organisation de la société civile. Ça existe partout. Malheureusement, le gouvernement ne peut pas tout faire. C'est ça. On est obligé d'avoir des initiatives privées qui vont appuyer cette vision du gouvernement. Bien sûr. On n'est pas du tout politique, du tout. Bien on sûr, est vraiment privé, mais à 100%. Okay. Mais on appuie cette vision-là pour pouvoir ensemble avoir le maximum d'impact, en fait. C'est ce que Petite Main essaie de faire. Et en fait, toutes ces dispositions ne sont pas que nationales, mais c'est des dispositions mondiales. Je sais que tu as déjà entendu parler des ODD, des Objectifs de développement durable. Oui. Et dans les ODD, justement, on essaie de faire en sorte que le maximum de personnes aient accès à une éducation et une éducation de qualité. C'est l'ODD 4. C'est ça, celui-là auquel on travaille. Et puis le premier, 0 pauvreté. Et puis 0 faim, le 2. Donc, c'est vraiment les ODD sur lesquels on se back avec les dispositifs de disposition de l'ONU. D'accord. Voilà. Et donc, du coup, financement, comment tu finances tout ça? J'aime trop cette question. Bah oui, bien parce que quand tu la poses, j'espère que ça... C'est le but. Oui, c'est le but, c'est ça. Voilà, que tu me dises. Je vais te dire fort. Dis-moi fort. Alors, au tout départ, donc de 2014 à 2018, tu étais sur fonds propres. Vraiment, et quand je dis ça, les gens n'aiment pas trop cette réponse, mais Dieu a pourvu, sincèrement. Oui, sincèrement. Je vais te dire, mais Kétiane, on se sait. Tu as fait Harvard, tu étais aux États-Unis. Donc, Harvard, j'ai fait en 2020. Quoi qu'il en soit, tu as quand même payé, même si ce n'est pas le prix. Même s'ils ont diminué le prix qu'ils ont dit. Je ne peux pas dire ici, sinon vous n'allez pas trouvé mon diplôme. On ne va pas respecter ton diplôme. Harvard, c'est Harvard. Ils ont diminué. Merci le Covid pour ça. Juste pour ça. Mais tu viens d'un milieu privilégié, ma chérie. C'est... et je t'ai dit que j'allais t'en parler quand même, parce que faire du social, quand on en a, enfin, sous fonds propres, organiser tout ça quand on était formé, c'est facile ou pas? J'ai une question à te poser. Oui, combien de personnes privilégiées tu connais qui font ce qu'on fait? Ça, c'est vrai aussi. Tu vois? Ah ouais. C'est pas... Et encore une fois, et merci, Ami, de me poser la question, parce que c'est vraiment des questions que j'entends en bruit de couloir, etc. Oui, non, mais tes parents avaient l'argent, donc forcément. Déjà, c'est mes parents. C'est pas toi. Déjà, voilà. Il faut dissocier les choses à un moment donné. Je pense qu'ils veulent de l'argent et je fais ce que je veux de mon argent. Exactement. Oui, bien sûr. Mais je suis très, très fière d'eux, pour être honnête. Je suis très fière. Mon père, il a commencé au village, il était à Yakouli. Et puis, mon père avec lequel j'ai grandi, moi j'ai une histoire avec deux papas. J'ai mon père biologique que j'aime beaucoup et que j'embrasse très fort. Et j'ai mon papa avec qui j'ai grandi, malheureusement qui n'est plus là depuis 2020. Et
il a commencé vraiment au bas de l'échelle, il était au village, tout simplement. Tu vois. Et peut-être même que ça m'a influencé parce qu'il faisait l'école buissonnière à cause de la distance à parcourir pour aller à l'école. Peut-être que vraiment, un jour, ça fait les grands titres. Et je pense que aussi inconsciemment, ça a eu une influence sur moi. Et il m'a éduquée. En fait, on a vu comment est-ce qu'il a eu du succès. Il a énormément bossé. Oui. Il était fier de dire que pendant 36 ans, il n'avait pas pris de vacances. Il en était fier. Il en était fier. En 2025, 36 ans, 3 ans, tu ne prends pas de trucs santé non, mais même un an, même voilà, c'est compliqué. 36 ans, il se tapait la poitrine à le dire. Et il nous a montré les valeurs du travail. Non, s'il vous plaît. Je l'aime beaucoup maintenant. et en fait, les valeurs de travail, d'intégrité, de résilience. Donc, tu vois, quand ça ne va pas, tu vois qu'il remonte la pente, tu vois qu'il s'accroche, tu vois qu'il met beaucoup de rigueur dans ce qu'il fait. Il ne compte pas ses jours, il ne compte pas ses heures. Et c'est dedans que moi, j'ai grandi. Donc, je suis très, très fière d'avoir pu observer ça et d'avoir vécu dedans. Et voilà, c'est la femme que ça fait aujourd'hui. Mais cette femme-là, justement, elle a bâti aussi son monde. Et c'est ça que, voilà, aujourd'hui, depuis qu'on a 20 ans, c'est une femme généreuse, tu vois. J'ai grandi. C'est pas comme si tu le fais parce que j'ai un peu plus d'argent. Non, pas du tout. Et donc, c'est vraiment. Non, mais ceux qui me connaissent vraiment ne sont pas étonnés de ce que je fais aujourd'hui. C'est sans me vanter, ça a toujours. Mais honnêtement, encore une fois, la famille dans laquelle j'ai grandi, c'était une famille où on avait tout le temps à manger pour tout le monde. Oui. Tu vois ce que je veux dire? On recevait du monde souvent. C'était inconcevable de ne pas avoir à manger pour les gens. Quelqu'un va venir chez toi et tu ne sers pas à manger, c'était inconcevable, tu vois. Oui. Donc, tu grandis dans cette espèce d'harmonie et de solidarité et de partage. Forcément ça t'influence. Maintenant, moi-même, je pense aussi que je l'avais en moi. Donc, ça a juste allumé cette flamme-là. Bien sûr. Et donc, quand j'ai entendu Dieu, en qui je crois, mais très, très fort, me dire, vas-y, pour moi, c'est un go. Et puis, ça fait 10 ans et voilà. Je ne sais pas quand est-ce que je vais m'arrêter. Et donc, on revient sur le fonds propre. Donc, je commence sur fonds propre pendant 4 ans environ. Et puis, quand je dis fonds propre, c'est nous. C'est vraiment une petite partie des revenus de notre activité qu'on met à disposition pour l'action sociale. Et puis, c'est notre entourage aussi. Vraiment, les amis. À moi? Tu te souviens pas? J'ai oublié, pardon. D'accord. Donc, amis. J'adore. Vraiment, merci, mes amis. Donc, il y a des personnes comme toi, des mécènes, des gens qui ont contribué, qui ont cru en l'action, même si c'est de façon ponctuelle, nous ont aidés à avancer, à faire tous les pas qu'on a fait jusqu'aujourd'hui. Et depuis donc 2018-2019, on a mis en place une action quotidienne. OK. D'accord. De distribution de repas dans les écoles pour les enfants défavorisés. Donc, au lieu de les nourrir dans la rue, comme on faisait pendant au cours des 4 premières années, on a décidé maintenant d'essayer d'adresser le problème du manque d'éducation en apportant de la nourriture dans un lieu d'apprentissage et de voir un peu les résultats que ça allait avoir. Oui. Et les résultats sont juste énormes. Oui, parce que s'ils viennent à l'école, qu'ils mangent et qu'ils savent que tous les jours il y a à manger à l'école, ils vont s'asseoir. Ils viennent tous les jours à l'école. C'est ça. Ça n'a rien à voir. On m'a donné une anecdote comme ça. Je ne sais pas si c'est vrai, sur le Norbert à Bécan. On me dit qu'il partait à l'église parce qu'il y avait des spaghettis, il ne mangeait pas. Donc il partait tout le temps à l'église. Et il est devenu ce qu'il est. Parce qu'il partait chercher des spaghettis. Non, mais c'est honnêtement, on minimise. Le pouvoir de la nourriture. C'est très basique, hein. Mais dans la pyramide de Maslow, c'est le premier besoin. C'est très basique, mais un homme qui n'a pas à manger n'est pas... Un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Un enfant qui a faim, on ne peut pas lui demander d'aller à l'école et de se concentrer et de performer. Je suis désolée, en fait. C'est compliqué. Là, on est en période de Ramadan et de carême. Quand on sait très bien que la performance n'est pas forcément au rendez-vous. Oui, bien sûr. On ne demanderait pas ça à un enfant. Et c'est ce qu'on fait au quotidien. Combien d'enfants ne mangent pas à leur faim ici? Et ils sont obligés d'aller à l'école. C'est ce qu'on a essayé d'adresser comme problème. Super. Et donc, non seulement le taux d'inscription dans cette école pilote a augmenté, les résultats, mais en fait, le taux d'assiduité, donc ces enfants étaient beaucoup plus présents, beaucoup plus concentrés. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les résultats se sont améliorés considérablement. Vraiment,
on est passé de à peu près, je crois, 78% de taux de réussite aux examens nationaux à 94%. Oui. Là, cette année, ils ont fait 98% au CEP. Félicitations à eux. Non, merci. Franchement, c'est mes petits champions. Non, mais et c'est là que tu vois qu'on peut faire des choses, en fait. Oui. Et pas avec grand-chose. Aujourd'hui, on a des corporates qui sont avec nous. Oui, j'ai vu aussi. Tu vois, donc depuis 2019, il y en a qui ont compris la vision et qui ont une politique RSE. Donc, qui essaient vraiment d'apporter leur impact sur la communauté. Et c'est avec cela, mais on peut aller très loin. Très, très loin. Comment tu adresses aussi? C'est vrai qu'il y a je sais que tu prospectes effectivement ces corporates-là, mais il reste encore des particuliers qui peuvent aider. Est-ce que tu continues de solliciter des particuliers? Oui. Tu as une forme de crowdfunding, je ne sais pas, en fait. On fait des campagnes de levée de fonds de façon ponctuelle. Là, il y en a une pour les enfants de la rue, pour les scolariser, qui va bientôt sortir au mois d'avril. Okay. Et donc, on a des mécènes donc, qui viennent, qui sponsorisent, parce que si tu veux, pour adresser le problème de scolarisation, on avait 2 volets. On avait le petit-déj de l'écolier, par l'alimentaire. Donc, ça adresse et l'éducation et la nutrition. On a le parrainage scolaire qui permet à des mécènes ou à des corporates de sponsoriser la scolarité d'un orphelin. Le parrainage scolaire, c'est vraiment qu'à l'endroit des orphelins principalement. Donc, ça permet aux gens de pouvoir payer la scolarité de l'enfant, l'uniforme, les fournitures, et d'avoir un suivi scolaire. Donc, il aura les notes de son parrainé. C'est comme son enfant. C'est comme son enfant, mais le filleul ne le connaît pas. On a fait exprès d'être vraiment une barrière entre le parrain et le filleul. Le parrain connaît ses filleuls, mais le filleul ne connaît pas le parrain, pour ne pas que ça devienne une prise en charge émotionnelle. Exactement. Parce qu'avec les réseaux sociaux, on n'a pas envie que l'enfant le retrouve et que ça devienne autre chose. On ne sait jamais. Exactement. Et donc, ces corporates et ces mécènes-là, ils ont des rapports sur leurs fonds, l'utilisation de leurs fonds, comment ça a été utilisé, à quelle fin, pour quel élève, quel taux est parti dans la scolarité, qu'est-ce qui est parti dans le suivi, qu'est-ce qui est parti dans les activités aussi parascolaires. On essaie vraiment de leur faire des ateliers lecture, des ateliers de sport, ce genre de choses-là, ce qu'ils n'ont pas forcément dans leur école, parce que ce n'est pas des écoles très, comment dire, sont des écoles un peu, sont des écoles un peu défavorisées. Mais quand même, on essaie de les mettre dans des écoles où l'enseignement est quand même assez rigoureux, tout de même. Donc, ça coûte un certain prix, mais ce n'est pas vraiment les écoles élitistes. Et donc, on essaie de leur apporter ce complément-là d'activité pour qu'ils soient vraiment épanouis. Félicitations. Merci, Ami. Mais je vois que ça a beaucoup évolué. Tu as poussé en fait le projet jusqu'à maintenant qu'il soit plus impactant pour l'Afrique, finalement, parce que ton ambition, c'est de toucher l'Afrique en Côte d'Ivoire pour l'instant. On va passer à ta partie, à ta casquette de maman. Oui. Maman de 6, yes. Kétiane. Quand tu as fait 3, j'ai dit Kétiane, comment tu fais? Tu as fait 4, j'ai dit mais Kétiane. Qu'est-ce qui se passe? 5, j'ai dit mais Kétiane. Qu'est-ce qui se passe? 6. On ne s'arrête plus. Puis petit modèle comme ça. Comment tu gères? Vraiment. Pour d'autres, ça semble être évident. Moi, j'en ai 2, je ne sais pas trop. 6 garçons. 6 garçons. Je ne cherchais pas la fille avant que je me pose la question. Non, mais moi, je ne suis pas pour ça. Je dis que tu cherches la fille. Non, mais la question. Que tout le monde pose. Question. La première, c'est tu cherchais la fille. Et la deuxième, c'est tu as eu des jumeaux? Non. Il y en a un. Chacun à son tour. 6 grossesses. Oui, j'étais enceinte pendant 54 mois. 54 mois de ta vie. Et ici, on rajoute les autres 24 mois postpartum et tout. Non, ça fait pas mal. Très bien. Et ça te fatigue pas? Non, vraiment. La question, elle est brute. Oui, parce qu'à quel moment tu es fatiguée? Écoute, je pense que... Désolée, mais... Je pense que... Pardon. Ta question me fait rigoler. Je pense en fait que c'est mon chemin. D'accord. Tu vois? Oui. Et je pense que quand tu es dans ton chemin, Dieu te donne les capacités de gérer ce que tu as à gérer. Bien sûr. Parce que je ne me rends pas compte de la... En fait, c'est les gens qui me disent « Waouh, mais comment tu fais ?» À force d'avoir la question, on m'invite aux conférences, au panel pour ça. Je me dis, c'est que c'est vraiment... C'est un truc, c'est lourd quand même. C'est quand même inspirant. Moi, j'ai fait que 6 gosses. J'ai fait que 6. Voilà. Non, moi, c'est 11. On faisait 11. Moi, j'ai fait 6.
Je suis à la moitié. Mais en réalité, j'ai toujours voulu avoir une grande famille. Oui, Ça aussi, depuis oui, petite. oui. Je me souviens, à 9 ans, j'ai écrit que j'allais avoir au moins 5 enfants avec un papa et une maman. J'ai écrit, c'était ma lettre au bon Dieu, Ok. donc comme au Père Noël. Et puis, Dieu m'a exaucé. Donc, ce n'est pas une surprise pour moi. Mhm. Ce n'est pas des accidents non plus. C'est vraiment un désir Un profond désir que Dieu a profond. exaucé et donc que Oui. je chéris. Moi, je le vois vraiment comme bénédiction. C'est Oui, mais comme si forcément, on c'est me une dit, bénédiction. voilà, Enfin, en fait, là, on me dit, tu es trop bénie, mais comment tu fais? Moi, c'est oui, vraiment ce que c'est ça, j'entends. oui, c'est Oui, ça. je suis vraiment bénie. C'est vrai que ça demande beaucoup d'organisation. C'est ça. Je vais pas te mentir. Mm. Ça demande également de L'attention. rester zen. Tu vois, Ah en fait, oui. il faut préserver sa santé mentale. Parce que si, garçon, tu as 60 bagarres par jour Ok. pour tout, Tout est rien. voilà, et rien. Et je me souviens un jour, je les ai convoqués. Je leur ai dit, mais aimez-vous? Vous êtes frères? Ils ont Qu'est-ce que dit, vous en pensez? en fait, ils ne comprenaient même pas pourquoi j'étais appelée. Ils m'ont dit, mais on s'aime, C'est. on joue. Je fais, Ah. donc quand tu l'as étranglé avec ses yeux sont c'est un jeu, excuse-moi, autant pour moi. Mais en fait, paradoxalement, quand on en a 6, ils se régulent entre eux. Ils s'éduquent entre eux. Ben oui. Tu vois? Ben oui, ben oui. Franchement, les aînés, moi, je vois comment ils gèrent leurs petits frères. Mhm. Mais c'est incroyable. Mhm, Des fois, mhm. même, je dis aux petits, je vais appeler ton grand frère. Et puis, ils sont en mode, ah oui, 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 ça se passe comme ça. Mais ça demande beaucoup d'organisation, Ok. puisqu'il y a les casquettes professionnelles C'est ça. aussi. Aussi. Mais moi, j'ai des jours. Moi, j'ai un agenda, un emploi du Oui, temps comme, oui, oui, à l'école. comme à l'école. L'emploi du temps comme au Voilà, primaire. j'ai des après-midi dédiés pour la famille. J'ai Mhm, des journées immobilier, journée sociale. mhm. Après, journée, famille, C'est vrai. après-midi. Mon truc est très que sport. Le dimanche Ah, ne me parle pas. ok. Le dimanche après-midi, c'est pour moi et moi toute seule. Et je fais ce que je veux de mon dimanche après-midi. Je vais au spa, généralement. J'ai besoin de me retrouver, me ressourcer, d'écrire, écouter de la musique, le calme. Voilà. Est-ce que tu penses que quand on veut faire tout ce qu'on est en train de faire, effectivement, il ne faut pas se laisser envahir par le trop-plein que ça peut représenter? Si. Parce que, pour moi, des fois quand tu as une vision très grande, enfin, que tu penses grande, parce qu'en fait, elle n'est pas si grande que ça, tu as l'impression qu'elle va t'avaler comme une vague. Oui, elle va t'avaler. Si tu veux pas Si tu attention. fais pas attention, alors que tu peux prendre le gobelet et puis boire Exactement. petit à Tout petit à et fait. gérer petit à petit. Et tu vois, je me dis toujours quelque chose. J'ai eu un gros souci de santé en 2016-2017, Mhm, où j'ai eu une anémie sévère que j'avais ignorée complètement. mhm. Et je me suis retrouvée un jour à ne pas pouvoir bien respirer, tu vois. Ouais. Et tu sais, quand tu es malade et que ça touche à la respiration, c'est Oui, très c'est tricky très. parce Ouais. que tu te sens un peu partir. Mhm. Et quand j'ai regardé mes enfants qui étaient tout petits, je me suis dit, en fait, si tu pars, ils vont même pas se souvenir de toi. C'est ça. Et la vie va continuer. Très, oui. Donc, Localement. prends soin de toi. On a plein de gens qu'on connaît qui sont décédés. Oui, Le lendemain, le soleil a continué de briller. c'est ça. Les gens rigolaient. Mais oui. Moi, quand mon père est décédé, je me disais, mais pourquoi ils sont pas tristes? Tout le monde n'est pas triste dans le monde. J'ai appelé une amie qui avait perdu sa mère et qui m'a dit, je lui ai dit, mais je ressens comprends. tellement Oui. de tristesse et je vois le monde. En fait, tu es comme en décalage. Décalage, parce que Et elle toi, m'a tu es dans dit, ça va l'univers. passer. C'est ça. Et voilà, tu c'est souris. passé, oui, Ouais. et je souris. Et donc, si tu n'es plus là, le monde va continuer de tourner. Donc, mieux, tu vas ménager ta monture pour aller loin. C'est ça. Prends soin de ta santé physique et mentale. Quand ça ne va pas, on s'arrête. Mais Kétiane, encore une fois, hein, moi, je veux dire aux gens, mais bon, ce que ça vient de ta bouche aussi, t'es l'invité, c'est... On a souvent le rapport au fait qu'on soit privilégié. Donc, on parle de santé mentale et de santé physique. Et j'aimerais vraiment qu'on rappelle aux gens, donc aux plus jeunes ou aux personnes qui n'ont pas forcément les moyens, etc., que non, c'est pas une question de privilégier. Bon, après, si tu n'as pas à manger, effectivement, ça peut être compliqué. Mais si tu manges, que tu as un toit et que tu dors, il faut pouvoir penser quand même à ta santé mentale et ta santé physique. Mais c'est pas... En fait, la santé, c'est la base. Parce que t'es pas en Sans santé, ça, tu peux rien faire. tu vois. voilà. La santé, Ouais. c'est pas une question de privilège. C'est sûr que la grâce d'être privilégié fait que tu peux aller te soigner dans les meilleurs hôpitaux. Ou tu peux avoir des profs spéciaux, etc. Exactement. Mais ça n'empêche pas que, à ton niveau, il faut que tu prennes soin de ta santé. En fait, c'est pas une option, en fait. Et le jour où
que tu sois riche ou pauvre, que tu meurs et que tu laisses tes enfants, tu vas voir ce qui va se passer. Donc, mieux vaut que tu essaies vraiment de rester là le maximum de temps possible que Dieu t'accorde dans la bonne santé, profiter avec eux, leur inculquer des valeurs, les éduquer. Moi, je donne des cours d'éducation financière à mes enfants. Oui, j'ai eu un incident médical il n'y a pas longtemps qui m'a aussi fait presque partir. Oui. Merci mon Dieu. Moi, je suis une miraculée plusieurs fois. Et ce qui fait que aujourd'hui, j'ai compris dans l'éducation que je leur donnais qu'il y avait quand même la dimension financière que j'avais minimisée parce que je les trouvais petits, etc. Je me suis dit, mais si tu partais ce jour-là, et si tu pars, on sépare en fait. Oui. Donc, leur inculquer, moi, je leur donne des cours. Ils savent te dire, aujourd'hui, ils ont 10 ans, ils savent te dire c'est quoi un titre, c'est quoi une action, une obligation, un dividende. POV, ta maman est financière. POV, ta maman est financière. C'est vraiment ça. Et tu vas apprendre. Tu vas faire des cours là pour tous nos enfants. Oui, voilà, avec plaisir, franchement. Et quel que soit le métier que tu choisis. Oui. Parce que si garçons, forcément, il y en a qui veulent être sportifs. Bien sûr. Basket, Roger Mbappé. Vraiment. Voilà. Quel que soit le secteur d'activité dans lequel tu seras, il faut que tu saches gérer ton argent. Ça, par contre, c'est très important. On ne comptait pas en parler, mais c'est hyper important. Moi, je l'ai compris très tard. Mais tout ce que Dieu fait bon, que quel que soit tout ce que tu fais, apprendre à gérer l'argent, il faut maîtriser. Et j'ai compris que les financiers étaient des meilleurs des entrepreneurs qui étaient plus successful parce qu'ils comprenaient en fait l'art de gérer l'argent. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre. Et l'argent régit notre monde, en fait. Tu as besoin d'argent pour manger, pour te soigner, pour te déplacer, pour t'éduquer, pour habiter quelque part. L'argent régit notre monde. Totalement. Et dans l'éducation qu'on donne à ceux qu'on a de plus précieux, on ne met pas l'argent. Parce que, soi-disant, il ne faut pas trop en parler. Non. Ouais. Et là, moi, j'estime que si moi, j'avais les clés que je donne à mes enfants à l'âge qu'ils ont, je pense que j'aurais été encore plus performante dans ma gestion financière. Et c'est ce que j'essaie vraiment de leur inculquer. Et c'est vrai, on m'a demandé, ça fait plusieurs fois qu'on me demande de faire des cours, des petits cours dans les écoles primaires, etc. Je pense que je vais quand même dispenser. Ça avec oui. Quand tu fais les petites mains, que tu as des actions. Exactement. Comme ça t'évite de faire encore un autre programme. Non, ça sera dans petites mains. On éduque les enfants, donc ça sera dans les petites mains. Et puis les jeux de société également, c'est un très bon point pour éduquer les enfants à l'éducation financière. Ok. Tu joues des jeux Dracy, oui. Dracy. Monopoly, Dracy, la bonne paye. Monopoly, oui. Monopoly, c'est le plus... basique, on va dire. Mais les derniers Monopoly qui sont un peu améliorés quand même, où il y a pas mal de choses encore plus ludiques. Sinon, celui de base, il est pas mal. Il y a le Dracy, donc c'est un jeu de bourse ivoirien. Franchement, ils ont été... c'est très, très bien. Donc, ce sont des actions. Ils ont un peu mimé les actions de la BRVM. Et puis, tu as la bonne paye qui mime la vie, en fait. Donc, tu as des impôts à payer... tu as une vente aux enchères où tu as eu un tableau et le tableau prend de la valeur. Tu as des actions, tu as de l'immobilier. Vraiment, la bonne paye aussi, c'est pas mal. Et puis, fait sous la forme du jeu, l'enfant, il intègre les notions beaucoup plus facilement. Voilà. Merci, Kétiane. Je crois qu'on a fini. Hein. Oh, déjà? Oui, on a fini. Bon, presque, en fait. Parce que moi, j'aimerais que tu fasses une dédicace. Donc, la rubrique s'appelle Superwoman Shoutout. Que tu fasses une dédicace à une femme, plusieurs, que tu as envie de mettre en lumière, qui t'inspire. Et vous aussi, en commentaire, si vous pouvez, nous dites les femmes qui vous inspirent. Peut-être qu'on va les voir dans les prochaines saisons de Superwoman, le podcast. Donc voilà, Kétiane. Wow. Big up à ma mère. Oui. À ma mère, naturellement, qui est une femme de valeur, qui m'a inculqué énormément de choses. Quand je parle aujourd'hui de finances, ma mère prenait des cours de bourse dans les années 95, là. C'est elle que j'ai vu faire. Et elle m'a influencée sans même le savoir, je pense. Oui, il nous influence. Et c'est une femme qui a un grand, grand cœur. Moi, je suis son petit modèle, mais vraiment, petite main, c'est rien comparé à ce qu'elle a fait dans sa vie. Et elle est très intelligente, qui a décidé de laisser sa carrière de chirurgien-dentiste pour s'occuper de sa famille, mais elle a fait avec elle n'a pas fait sous la contrainte. Oui, elle a fait avec beaucoup d'amour. Et puis, elle a gagné aussi beaucoup d'argent en investissant, donc en embrassant une carrière d'investisseur. Oui. Et donc, qui lui a permis de gérer sa famille et son boulot, entre guillemets.
Et puis, elle a été d'un soutien incommensurable quand mon père est tombé malade. Oui. Et vraiment, je lui dis, c'est une bonne amie, c'est une bonne sœur, c'est une bonne mère. On idéalise nos parents, mais ma mère, franchement, je l'appelle la Mira parce que, genre, à la fête des mères, par exemple, genre, elle doit avoir peut-être 200, 300 messages. Non, mais vraiment, et tu scrolles, elle a au moins 200 messages de Wow. bonjour maman. Elle s'aime, en fait, beaucoup autour d'enfants. d'elle. Ouais, Elle ça, a c'est trop beaucoup bien. d'enfants. Ouais. Donc, je suis vraiment shout out aussi à mes 200 frères et sœurs. J'ai mon petit frère qui est son fils et moi, mais elle a 200 autres enfants. Et vraiment, je lui dis, je lui tire mon chapeau pour ce qu'elle est. Et puis, elle est très discrète. Oui. Et puis, je lui fais un gros bisou. Voilà. Et puis, la deuxième personne, c'est ma grande sœur, ma cousine Yari, qui est quelqu'un aussi de très discret, mais qui m'a beaucoup influencée dans sa rigueur, dans sa... C'est, tu sais, les femmes qui sont féminines, puissantes. Ouais, je vois. Mais elles ont ce charisme. Quand elles sont là. Elles sont là, tu sais qu'elles sont là. Tu sais qu'elles sont là, mais... Exact. Et très, très intelligente, qui a un parcours aussi très intéressant. Elle était aux États-Unis, elle a galéré, mais elle a toujours été très digne dans tout ce qu'elle a fait, très jolie, mais toujours choisi la voie de l'intégrité pour réussir. Elle est très, voilà, elle est très performante, très, très gentille aussi. Et franchement, ces deux figures maternelles-là, et ma tante Mamou, qui aujourd'hui se bat contre un cancer, que je salue. C'est la deuxième fois et je sais qu'elle va s'en sortir. Et puis voilà. Et vraiment, voilà. Bisous. Bisous à Vanessa. Vraiment, je vous aime toutes, en fait. Voilà. Merci, Kétiane. Merci, Ami. On va passer à la masterclass. C'est toi qui as le plateau. Je te laisse nous présenter ce que tu veux nous partager comme masterclass à tous. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Ami. Merci, Kétiane, pour cette masterclass sur comment trouver l'équilibre, en fait, entre sa vie privée et sa vie professionnelle. Est-ce que tu as un dernier mot avant qu'on clappe pour la fin? Je sais, Ami, que c'est un podcast de Superwoman, donc de femmes, mais j'aimerais quand même faire un gros shout-out à mon mari. C'est un he for she, I guess. Oui. Et vraiment, merci pour son soutien, son amour et la paix qu'il m'apporte. Oui, c'est ça qui permet de te déployer. Exactement. Totalement. Oui. C'est vrai qu'on n'a pas abordé ce sujet, mais en fait, avoir un compagnon qui te permet de se sentir en paix, te permet vraiment de déployer toutes tes ailes. Le choix du conjoint est fondamental dans la vie de quelqu'un. Bien sûr. On n'a pas conclu, on va continuer un peu. Oui, on continue. Donc, le choix du conjoint. Le choix du conjoint est fondamental et te permet de, non seulement, en fait, ça te permet de, ça prévoit la vie de tes enfants et toi-même ta vie, tout simplement. Non, mais ça, il faut un autre podcast parce qu'on a, tu sais, on a le choix du conjoint, mais parfois, ton choix aussi, si c'est toi le problème ou c'est le choix le problème, c'est mais on se prépare compliqué. avant. Voilà, c'est ça, en fait. Et ça, je serais ravie d'en parler une prochaine fois, mais on se prépare en amont. Le mariage, c'est vraiment pas un jeu, en fait. Oui. C'est pas un jeu. On n'y va pas parce que je suis fan de toi. Non, c'est pas comme ça. Dis-nous 2-3 trucs déjà avant qu'on parte, avant qu'on se quitte, s'il te plaît. Non, c'est important. Mais oui, parce que, et si je ne t'ai plus, comment je fais? Je suis là. Attends, non, je t'ai plus sur le podcast, je veux dire. Bon, non, ce qu'on va faire. Oui. Tu vas faire un sondage, si les gens veulent que je vienne parler de ça. Oui, c'est vrai, on va faire un sondage. Si il faut parler du mariage et de comment choisir son conjoint. Et comment gérer. Gérer, oui. Voilà. Commenter. Moi, j'étais au mariage, j'étais à le mariage. Donc, ça fait 15 ans. Voilà. Aujourd'hui qu'on est ensemble, franchement. Ami était là dès le départ. Donc, oui, shout out to Monsieur Carus. Ouais, ok. Donc, voilà. Donc, je laisse ça pour la prochaine fois. La prochaine fois. Merci à tous et à toutes. N'oubliez pas de continuer à nous suivre et à commenter sur nos plateformes Ayana, Superwoman et les miennes. Merci à Uniwax, partenaire de ce podcast, et à mes gars d'Abidjan Podcast Studio. À bientôt.